Bonsoir à vous, bonsoir derrière vos écrans. On est très content, faute de vous voir en vrai, de pouvoir passer une veillée autour des printemps de l'Auxois avec vous. Et pour cette veillée, on a avec nous deux violonneux, un violonneux, pardon, Aline, et une violonneuse. Donc le violonneux Pierre Hervé, la violonneuse de la soirée Aline Dumont. On a un hypnotiseur conteur Jean-Luc Debar, Un Mantoux, un, un Mantoux. un vrai Mantoux, mais qui dit que des vérités, un Chantou, s'il en est, un Chantou de l'Auxois, mais du Morvan, Guillaume Lombard. On a aussi une historienne locale, Gabrielle Morin. Et puis, on a un gars qui connaît tout un tas d'anecdotes sur les mets, Daniel Morin. On a le président, l'honneur d'avoir le président de l'UGMM, Bruno Defosse, et puis même le maire de Vito, Bernard Pau. Bernard, je vais commencer par te poser une question, Bernard. Oui. Pourquoi, il y a une vingtaine d'années, vous avez eu envie de créer un festival autour des violons dans l'Auxois? Eh bien déjà, bonsoir à toutes et à tous, et puis merci une fois de plus de vous retrouver à Vito, bien sûr, pour effectivement ce festival du Printemps de l'Auxois qui est un peu particulier depuis déjà l'année dernière, et puis encore cette année. Mais en fait, ça a démarré assez simplement, et puis presque bizarrement. Il se trouve qu'un coup, François Sauvadet avait vu Jean Léger faire un concert où... je ne sais plus si c'était une soirée dans une église, entre parenthèses, il me semble, je crois. Et ils avaient discuté ensuite, et un jour, on se retrouve à Sainte-Colombe, dans une grange à Sainte-Colombe, où il se passait on faisait des soirées de temps en temps, où je pense que vous connaissez tous Sainte-Colombe. Et assez tard dans la soirée, on avait décidé de rencontrer justement l'équipe de l'UGMM et de lancer un festival de la même manière qu'à Hanau, sans avoir toute cette prétention, hein, mais faire un festival de musique traditionnelle dans l'Auxois, avec les violons comme on en parle là. Et ça a démarré comme ça. On a donc, avec François Sauvadet et puis toute l'équipe, on a rencontré Raphaël Thierry, Bruno Defosse, et puis bien sûr, tout le monde a suivi. Il y avait qui encore à l'époque Enfin, voilà, toute l'équipe. Et on a démarré un printemps de l'Auxois, deux printemps de l'Auxois, et puis voilà, on en est aujourd'hui à une vingtaine. Alors, entre parenthèses, je crois que vous allez raconter des anecdotes sur les mets ce soir, mais je crois qu'on pourrait faire une séance spéciale d'anecdotes sur le printemps de l'Auxois, parce que vous devez vous douter, il y a eu des soirées et des après-soirées aussi, bien sûr. Alors Bruno, on devait l'année dernière, on devait pour ce mai de cette année, du coup ce sera l'année prochaine, recentrer la première journée, la première soirée du festival autour de Vito, dans le cœur de Vito, y associer les habitants autour des fêtes de mai. Pourquoi cette volonté? Eh bien, précisément, on en est au 20e cette année. Et donc, les premiers se passaient dans le centre du village, étaient beaucoup plus axés sur les coutumes de l'Auxois. Et puis après, il y a eu une deuxième époque où on est parti, on est venu s'installer ici, et on a fait ces grands concerts où on a accueilli vraiment des groupes d'une très grande renommée européenne. Et puis, ben, il faut évoluer. Et on a eu un peu une envie de revenir un petit peu aux sources. Il y avait aussi une demande de revenir dans les rues du village. Et c'est pour ça qu'un soir, en discutant, que ça serait bien qu'en effet, qu'on revienne animer ces belles rues, on était au début mai, on est venu à parler des coutumes du mai, quoi. Que Vito, il traînait les rues, il ramassait les objets. Et moi, ça m'a interpellé tout de suite, puisque bien qu'étant à l'autre bout du Morvan, au sud, T'es d'où? d'à côté de l'Usie, ici l'évêque. Ah, ici l'évêque. Ouais. Et ça m'a interpellé parce que nous, on fait ça aussi. Et moi, Vous continuez de faire la messe? Un peu moins maintenant, depuis 4-5 ans, ça se fait un petit peu moins. Mais moi, je l'ai fait, oui, pendant des années, j'ai fait ça. Oui, et donc, ça m'a interpellé. Je dis, ben voilà, on va commencer par ça pour retrouver un thème local. Et on est parti sur cette histoire du mai. Ça devait se faire l'année dernière. Vous avez travaillé, vous avez collecté. Ça devait, le samedi soir, avoir une grande déambulation dans les rues du village, à la lueur des torches. Et puis, notre ami la Covid est venu par là. Et nous en sommes, voilà. On a trouvé que c'était intéressant quand même ce soir de se retrouver,
de faire un petit point et surtout de vous donner envie et donner envie à tous de se retrouver l'année prochaine. Donc en attendant 2022, on se retrouve là ce soir. Et c'est vrai que les mai, finalement, c'est déjà le printemps, mais c'est le premier moment de l'année où on peut commencer à s'atteler dans les jardins, quoi. Bah oui, hein, les sunglasses sont passées, ça y est, on peut y aller, quoi. Les fêtes de mai, elles se fêtent un peu partout, dans tout l'hémisphère nord, et particulièrement en Europe. En Europe, le symbole du mai, c'est l'arbre. Alors, dans les villages d'Europe de l'Est, souvent, ils érigent un grand mât qu'ils enduisent de savon. Et puis, c'est un truc de mec souvent, le mai. C'est-à-dire, c'est celui qui va réussir à atteindre le haut du mât, qui sera le roi de la fête. Chez nous, c'est pas pour nous, Daniel. Non, non, Jean-Luc, non, tu... Alors, en France, ça s'est matérialisé. Ça s'est matérialisé souvent par planter un arbre devant la maison de celle qu'on convoite. Aujourd'hui, ça peut être aussi un baliveau. Mais ça se fait encore. Figure-toi, Bernard, que même avec le confinement, hein, Brice, lui, il travaille sur les grosses machines là, qui coupent des arbres. Comment ça s'appelle là? Les abatteuses, oui, c'est ça. Les abatteuses qui arrivent à abattre 200 arbres à l'heure dans les forêts du Morvan. Quoi, hein. Alors, tu vois, c'était sans tout à l'heure. Attention, il y a des gars qui connaissent là. Le Brice, il a pris un arbre 30 mètres de haut, 30 mètres de haut. Il l'a planté devant la maison de la Jeanne, comme ça, quoi. Le lendemain matin, quand il y est retourné, la Jeanne, elle était sur le bas de sa porte. Elle a éclaté de rire. Elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que j'en ai à faire de ton gros machin? Moi, de toute façon, j'aime que les filles. » Il est reparti avec son grand machin de 30 mètres de long, la queue entre les jambes. Ben, elle ne l'a plus jamais revu, le Brice, quoi. Quand même bien vu. Hein. Tu me payerais un si? S'il te plaît. Ah non. Non, c'était un fa. C'est un fa. Ah, tu veux un fa? Mais faut me Excuse-moi. demander un fa. Nous sommes tous venus ici non. En chantant ce joli mois de mai qui nous réveille. En chantant ce joli mois de mai qui donne la rosée. Nous sommes tous venus ici au devant de vos portes. Le mois d'avril il va finir, il faut bien qu'il en sorte. Le mois de mai va commencer et nous venons vous l'annoncer. Et en chantant ce joli mois de mai qui nous réveille. Et en chantant ce joli mois de mai qui donne la rosée. Fillettes qui êtes là-haut, descendez de vos chambres. Venez ouvrir la porte à vos amants qui chantent. Apportez leur collation à tous ces braves garçons. En chantant ce joli mois de mai qui nous réveille. Et en chantant ce joli mois de mai qui donne la rosée. Voici la pluie, voici le beau temps, vous aurez du fourrage. Vos vaches auront du lait, vous ferez du fromage. Et vous aurez beaucoup d'argent pour marier tous vos enfants. En chantant ce joli mois de mai qui nous réveille. Et en chantant ce joli mois de mai qui donne la rosée. Nous marchons depuis le matin tout au clair de la lune. Une dizaine d'œufs ferait notre fortune. Une tranche de jambon, pour tout le moins un saucisson. Et en chantant ce joli mois de mai qui nous réveille. Et en chantant ce joli mois de mai qui donne la rosée. Maintenant il nous faut partir, c'est là ce qui nous fâche. La pointe du jour va venir, nous marchons sans relâche. Et nous vous remercions pour l'amitié de tous vos dons. En chantant ce joli mois de mai qui nous réveille. Et en chantant ce joli mois de mai qui donne la rosée. Alors, Gabi, c'est printemps, c'est mai, comment ça se passait dans l'Auxois? Tiens,
et peu ailleurs. Alors, dans l'Aussois, c'était une tradition qui était très suivie dans tous les villages. Ce que nous allons évoquer ce soir, ce sont nos souvenirs d'enfance, ce que mon père me racontait et le collectage que nous avons pu effectuer depuis quelques années auprès de personnes qui vivent effectivement dans les villages de l'Aussois. La nuit du 30 avril au 1er mai, dans l'ancien temps, il y avait en fait 2 traditions la même nuit. Tout d'abord, les jeunes gars couraient les mets. Les anciens disaient « un mets pour les blondes », un mets pour la blonde. Alors ces mets, en fait, ce sont des arbres. Tout d'abord, il y avait des préparatifs. Les gars, par équipe, bien organisés, préparaient leur coup, au moins une semaine à l'avance. Ils comptaient le nombre de jeunes filles pas mariées et en âge de se marier. Et en attendant la nuit de folie, eh bien, ils allaient dans les bois des particuliers, avec des serpes, coupaient des petits arbres, des perches bien droites, des baliveaux. Oui, enfin, pas que des baliveaux, hein. Des fois, il y avait pas des gros troncs d'arbres, enfin, pas si gros que ça, mais enfin, parce que, tu comprends, il y avait des filles qu'on aimait bien. Alors, pour la fille qu'on aimait bien, on y coupait un gros arbre. Enfin, le problème, c'était de le ramener quand même après, hein. Le Sam, il racontait qu'il ramenait ça derrière la mobilette. Je te garantis que ça, elle fumait, la mobilette, quand il te ramenait le machin. Mais ça fait rien. Un arbre pour la blonde. Ces branches d'arbres étaient la plupart du temps des branches de charme. Et cela voulait dire « Mademoiselle, je vous charme ». Mais il y avait aussi tout un langage et une signification. Il n'y avait pas que des branches de charme. Si une fille avait une branche de lilas, cela voulait dire « Voilà du lilas, je ne t'aime pas ». Les filles qui avaient mauvais caractère pouvaient avoir un bouquet d'épines noires ou des ronces. Oui, ça pique. Les filles grincheuses, hargneuses, pouvaient avoir toutes sortes de plantes ou de fleurs ou de feuillages. Un monsieur de Soucé nous racontait que certaines filles s'étaient retrouvées un beau matin avec une vieille charpeigne, une vieille corbeille pleine d'orties. Ah bah c'est gentil. Ou même des cendres. Oh. Les filles qui couraient se voyaient mettre quelquefois une botte de paille. Cela voulait dire Couche-toi de là. la litière animale. Marie, couche-toi. Un peu macho. Hein. Les filles volages qui avaient mauvaise réputation, elles avaient un chou à leur porte en guise de bouquet. Mais pourquoi un chou? Ah, tous les hommes sont nés dans les choux. Ah, tiens. Eh ben, cela faisait référence en fait au symbole fécondant du chou. Et là, c'était vraiment injurieux. Mais tu sais, les branches de charme, la Solange, elle nous a raconté quelque chose. La Solange Villargois, oui, elle a raconté ça. Elle avait une copine comme ça qui avait tendance à courir un peu partout comme ça. Elle avait bien des copains, elle avait tant de copains. Puis il avait dit, tu sais, tu vas voir le 1er mai, ils vont t'en jouer une. Hein. Et en effet, il s'était pas doupé, les gars. Il y avait une branche de charme avec des branches immenses. Ah, il y en avait partout. Puis le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle a vu l'arbre devant la maison, il y avait des branches. C'est donc signification. Allez, vous battre beaucoup de copains. Puis là, Solange, elle lui a dit, t'as vu? Il te l'avait dit que ça lui est arrivé. Elle l'a eu, sa branche. Elle l'a eu, sa branche. Pas que la branche, d'ailleurs. Hein. Durant cette nuit, comment les mets étaient-ils déposés? Alors ça, ce n'était pas une mince affaire. Minuit sonnait, silencieux comme des chats, les jeunes acrobates montaient sur les toits des maisons. Et là, attachaient les branches après les cheminées. Quelquefois, la branche était carrément enquillée, mais tout droit dans la cheminée, ce qui empêchait bien sûr le bon tirage du poêle le matin. Mais les parents étaient bien au courant, c'était la nuit du 1er mai, alors ils laissaient faire les gars du pays. Oui, enfin bon, les branches, il fallait quand même les amener, puis les dresser. Puis ils n'étaient pas trop petits, tu sais, c'est le Sam qui racontait qu'ils avaient ramené les branches dans le pays, et puis alors ils dressaient ça devant les maisons, mais il y en avait une, mon pauvre ami, un baliveau, enfin une grosse branche, il s'y était mis à 6.
C'était à Sanceré, à 6 pour poser cette branche. Et je te la pose, ils n'avaient pas fini de la reposer qu'elle rechoyait. Et hop là. Et alors ils la reposaient, alors, mais milliard de Dieu, mais on va peut-être y arriver quand même. Et je te la repose, elle retombait. Alors au bout d'un moment, ils ont dit, allez, c'est bon, on reviendra après. Puis ils sont partis de travers du pays. Et puis, il y en a deux quand même, dont le Sam. Il dit, on va quand même repasser pour voir cette branche quand même. Alors, ils étaient les deux plus jeunes, les deux plus petits. Ils se sont campés après cette branche. Oh, pauvre ami. Ils ont commencé de la lever et hop, ils l'ont appuyée juste contre la fenêtre, tu vois, puis il y avait la borgnotte au-dessus, et puis elle a tenu. Oh, ils ont dit, bon, ils étaient contents. Ils ont dit, ben, par exemple, j'y étais arrivé, eux. Mais quand ils sont allés, la semaine d'après, le dimanche d'après, quand ils sont allés pour relever les mets, les arroser, le vieux dans la maison, il dit, dis donc, ça a été, oui, vous en avez chié quand même pour mettre la branche, hein? Le baliveau, là, cet arbre-là. Les gars, ils disent, ah ben oui, je sais pas, ben pourquoi, mais on y est arrivé quand même. Ben le vieux, il dit, oui, mais moi, j'étais sur le toit, là, vers la borgnotte. À travers la borgnotte avec un manche de fourche, puis au fur et à mesure que vous mettiez la branche, eh ben moi, je la poussais pour qu'elle retombe. Et allons-y, et allons-y. Mais les petits, ils étaient quand même contents. Ils avaient mis la branche. Ils ont toujours bu un bon canon après, hein, je te le dis, moi. Alors après 1914, cette tradition de monter sur les toits des maisons, elle est devenue quand même un petit peu plus sage. Donc effectivement, les branches étaient plutôt accrochées à la façade, au chéneau ou alors à la fenêtre. Oui, ou sur le prom de la maison, au prom, et puis, oui, enfin partout, ils les attachaient ou pas, hein, tout simplement posés, quoi. Oui. Alors le lendemain matin, Ah oui. l'ouverture de la porte et la découverte, bien sûr, du mets. Ah ben les surprises, hein. Alors la grande surprise et quelquefois même des illusions. Ah, La nuit, beaucoup. comme il y avait des rivalités entre les gars, ils s'étaient pourtant guettés, ils s'étaient épiés. Ils avaient essayé de ne pas se faire voir, mais non. Certains étaient arrivés quand même à brouiller les mets. En fait, ils les avaient changés de place. Si bien qu'une branche de charme allait quelquefois à une vieille fille, et puis d'autres feuillages ou fleurs eh bien, se retrouvaient à d'autres courtisés. Mais la fille qui avait mauvais caractère, elle s'en doutait. Ça lui était arrivé peut-être plusieurs fois. Alors, elle se levait beaucoup plus tôt que d'habitude et elle allait retirer le mets pour éviter les rires, les moqueries et puis, quelquefois, l'affront public. C'est vrai, ça, oui. Et le vieux, des fois, il se levait tôt le matin pour enlever les branches, tu comprends? Parce que c'était pas trop à son honneur, des fois, ni de la fille, ni de la famille. Alors tu cherchais le mets, il était vers le tas de fumier ou dans le fond de l'armise. Mais enfin, des fois, il restait quand même, hein, ça dépend, quoi. On va chanter peut-être quand même un peu, hein? Un mets du Morvan. Assis, voilà, oui. Voici le mois de mai, tout le long d'un gai, joli mois de mai. Voici le mois de mai, j'ai pris la fantaisie. J'ai pris la fantaisie, j'ai pris la fantaisie d'aller planter le mai tout le long d'un gai, joli mois de mai. D'aller planter le mai à la porte de mamie. S'il y a des filles dans la maison, je vous en prie, levez-vous donc. Mettez donc un ch'ti cotillon, sortez dehors, nous danserons. Ô moi qui dans cette vie, ô moi, joli mois de mai. Et la patronne de la maison, mettez la main dans le corbeillon. 5 ou 6 apportez donc, pour moi et mes compagnons. Ô moi qui dans cette vie, ô moi, joli mois de mai. Et le patron de la maison, prenez votre grand couteau long, coupez large et coupez long, dans le lard ou dans le jambon. Ô moi qui dans cette vie, ô moi, joli mois de mai. Voici le 1er mai, tout le long d'un gai, joli mois de mai. Voici le mois de mai, j'ai pris la fantaisie. Oui, bah la fantaisie, il fallait que ça se calme un petit peu parce qu'il y avait des limites quand même. Parce qu'à Montigny-Saint-Barthélemy, près de Précy-Soutil, la mère du Guy Voisenet, elle lui avait bien dit « D'accord, tu vas arroser les mets, mais attention, tu ne reviens pas à 4 pattes. Hein. » Parce que lui, c'était dans les années 60, ça commençait à être la fin. Et il avait encore jamais fait ça. Donc dans la bande, il y en avait toujours des nouveaux. Et tu crois qu'il
qu'il a réussi à parvenir à quatre pattes? Ah ben, sur ce coup-là, peut-être, mais pas à chaque fois non plus. Hein. En tout cas, la première fois, il fallait faire gaffe. Et les aînés, ils étaient là, du coup, pour veiller à ce que ça se passe bien. Ils étaient un peu responsables que voilà, le protocole se déroule comme prévu. Et donc, parce qu'à Montigny-Saint-Barthélemy, il y en avait quelques-unes des maisons à faire. Hein. Donc, tu avais la Madeleine Bobo, la Denise Pilélène Cola, la Madeleine Renaud, et puis alors chez les Jacob, mon vieux, bah alors là, il y en avait 4 ou 5 des filles. Hein. Il fallait mettre 4-5 mai, eux. Alors, les mets, c'était toujours pareil. Quand tu avais une fille qui te plaisait un peu plus, ben, tu mettais le plus bien pour elle. Par contre, quand il y avait des maisons comme ça où il y avait beaucoup de filles, ah ben, ils ne s'embêtaient pas, ils prenaient un mets, mais plus gros que les autres. Ah oui. Voilà. Ben, c'est pas pour ça que c'était mieux arrosé la semaine d'après. Hein. Ah, peut-être, ben oui. Et d'ailleurs, en parlant d'arrosage, ils aimaient bien qu'on leur donne des œufs, mais l'argent, ça passait aussi. Hein. Si vous nous donnez des œufs, on priera pour vos poules. Si vous nous donnez de l'argent, on priera pour vos bourses. Voilà. Et puis, selon comment ils étaient reçus, à la porte des braves gens, le mois de mai s'en va content. À la porte des mauvais chiens, le mois de mai ne gagne rien. Bon, ben ça c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, l'arrosage des mets, Ah, parlons-en. ça c'était le truc important, finalement. Donc, le dimanche qui suivait le 1er mai, les gars faisaient le tour des maisons, Oui. là où ils avaient déposé les mets, c'est-à-dire les branches. Normalement, la branche, elle était encore dressée, Oui. un peu décalée, mais elle était toujours posée sur la façade de la maison. En général. Et là, ils étaient accueillis par les parents de la fille, et puis ils buvaient un coup. Oui, et c'était le premier qui rentrait, parce qu'il venait tout le groupe de gars, mais le premier qui rentrait, c'était évidemment celui qui avait posé le mets pour la fille en question. C'est lui qui rentrait en premier. Parce que, voilà, il avait des vues sur la fille. Et d'ailleurs, en mettant le mets, il avait signifié qu'il était le prétendant. Alors, ce qui fait que quand ils arrivaient pour relever les mets, eh bien, il entrait le premier et puis on savait qu'il avait quelque chose à dire et à faire. Quoi. Mais la réception n'était pas toujours à la hauteur quand même. Hein, parce que la famille, bon, il y avait des fois ça se passait bien, mais alors mon père me dit, on voyait bien sur la table la hauteur des bouteilles. Tu vois, s'il ne restait pas grand-chose dans les bouteilles, ou s'il n'y avait pas grand-chose sur la table, c'est que c'était encore pas fait, cette affaire-là. Les situations étaient C'était pas fait. tendues. Mais la plupart du temps, quand même, ça se passait bien. On buvait un bon canon. Et puis même que c'est là que je faisais les invitations pour les dimanches d'après. Avec la fille, le gars, c'était le début. C'était le début de l'amour, tu vois bien. Hein? Début de la fin. Non, t'es optimiste. Hein? Ça n'engage que toi, là. Hein. Et quand les gars quittaient cette maison, eh bien, ils coupaient cette branche en plusieurs petits morceaux et puis ils allaient aux maisons suivantes. Et puis, bien souvent, il y avait des cafés dans les villages. Alors, ça se terminait au café. Oui, parce qu'il fallait bien dépenser l'argent, tu vois, parce que dans les maisons, on leur donnait, comme tu l'as dit, on leur donnait des œufs et de l'argent. Alors, ils allaient bouffer tout ça, hein, ils faisaient faire une omelette et puis ils buvaient le tout, tu vois. Oui, ils sortaient jolis, je te le dis. Hein. Les mettaient bien arrosés. Hein. Alors, en plus de cette tradition des branches, pendant cette nuit-là, eh bien, une fois que les mets étaient posés, les amusements continuaient jusqu'au petit matin. Et là, c'était les farces nocturnes, les Freuden, on dit en patois. Les Freuden. Et puis, ils trimballaient tout ce qu'ils trouvaient, ils trimballaient les arbres jusque sur la place du village. Avant qu'on arrive au Freuden, je vous propose de reprendre ensemble une chanson de mai qui va être chantée l'année prochaine pour le défilé, la grande déambulation à Vito. Ah. Allez, on y va tous ensemble? Allez, Allez. parti. Nous sommes venus à la ville pour chanter le mois de mai. Sortez de votre sommeil et apportez-nous le mai. Joli mai, joli mois, joli mois de mai. Oh, vous les gens de la maison, je vous en prie, levez-vous donc. Un coup à boire, offrez-nous donc. Sortez dehors et nous dansons. Joli mois, joli mai, joli mois de mai.
en vous remerciant le maître et la maîtresse aussi, en remerciant le maître et toute la compagnie. Joli moi, joli mai, joli mois de mai. Alors c'est Freuden. Alors là, eh ben, tout le monde en a fait des Freuden. Et puis là, il y en a peut-être Bernard. qui pourraient en raconter. Et en fait, elle se passait très tôt le matin jusqu'au lever du petit jour parce que certains gars voulaient voir un petit peu la réaction de certains. Alors, vraiment, tout ce qui traînait était ramassé. Les brouettes, les seaux, dans les cours de ferme, ils arrivaient à trouver des échelles qui pendaient dans les arbres, les harnais des chevaux, quelquefois même 2 ou 3 stères de bois pour les plus courageux qui étaient empilés devant une maison. Et puis alors, il fallait absolument qu'ils trouvent du matériel agricole à traîner. Ça, c'était bien. Les charrettes, les bréhardes, ils se mettaient 2 ou 3 dans les limons de la charrette et puis ils dévalaient les rues du village jusque sur la place du village. Faut dire qu'ils ont traîné, hein, je te le dis aussi. Et les gars qui, la semaine avant, avaient repéré un rouleau, vous savez, un rouleau qui sert à rouler les champs autrefois, alors ça, c'était le pompon. Le rouleau, il était déplacé, lui aussi, traversait tout le village. Ça, c'est un beurlant phénoménal. T'en as déplacé un, toi, Bernard, non, de rouleau? C'était ta spécialité. Il paraît une fois, oui. Je vous le dis, mais vous le direz à personne. On le dira à personne. Oui, effectivement. Alors, entre parenthèses, quand vous parlez des mets, moi, j'avais cru, quand j'étais petit, que les mets, on ramassait tout, on mettait sur la place du village pour faire le nettoyage de printemps. Donc, voilà, on ramassait justement, effectivement, les seaux, les semoirs, les bréhardes, comme tu dis, les remorques. Ah bah c'était nettoyé, oui. C'était nettoyé, et puis même parfois les volets, les pots de fleurs, et ainsi de suite, tout y passait, suivant comme on était en forme. En forme. Et effectivement, un jour... On aimait bien déplacer les rouleaux, effectivement, parce que la nuit, ça faisait du bruit, le métal sur le goudron. Effectivement, ça faisait du ramdam, comme on dit. Et une nuit, on n'a pas trouvé de rouleau agricole, mais par contre, on avait trouvé une grosse bobine électrique. Oui. Une bobine de câble. De câble, voilà, Oui. c'est ça, ouais. Et c'était une bobine qui devait faire pas loin de 2 mètres ou 2,50 m de diamètre, donc aussi assez lourde, quoi. À l'époque, elle était à côté du Crédit Agricole et on avait décidé de l'emmener sur la place Spontin où on rassemblait tout le matériel. Et en arrivant sur le pont de l'horloge, on échappe la bobine. Elle était plus vite que vous. Enfin, non. Ah bah ça te fait... Et la bobine qui se met c'est le cas de le dire, à débobiner en descendant la rue. Et alors, bien sûr, sur la place de Spontin, pour ceux qui connaissent, en fait, il y a la Banque Populaire. Et en fait, la bobine, direction, directement dans la vitrine de la Banque Populaire. Et là, tout de suite, on se regardait, on imaginait la suite. Pas très bien. On se voyait déjà un peu mort, quoi. Et alors, un miracle, au moment où la bobine arrive le long du trottoir, on pensait que la bobine allait passer par-dessus le trottoir, et bien sûr, tout explosé. Un miracle, elle a dévié, elle a longé le trottoir, elle a été juste se garer où on avait demandé. Ah bah tu vois. Comme quoi, une carrière de maire, c'est fragile, hein, quand même. Oui, voilà, exactement. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je vous dis, vous le direz à personne. Et Bruno, toi, ici l'évêque, alors, t'en as fait? Oui, on était plus farce que déclaration d'amour, nous aussi. Hein. oui. Et donc, on avait déjà une belle collection de portails sur la place du village, tout ça. Puis on se dit, il nous manque le plus beau, quoi. Et on a dit, on va démonter le portail du monument aux morts. À cette époque-là, le monument aux morts, il avait une grille qui l'entourait. Et nous, la partie, voilà, on va se coucher, tout ça. Mais c'est que le lendemain matin, on a frisé la cour martiale, quoi, parce qu'on était réveillés par les gendarmes, le maire, et puis il y avait même mon père qui était président des anciens combattants, quoi, hein. Et il a fallu remettre le portail, s'excuser. Et à midi, la soupe était un peu tendue, quoi. Mais il paraît que finalement, ils l'ont démonté peu de temps après. Ils l'ont démonté, enlevé définitivement. Finalement, ça a donné une idée. C'était une soupe aux orties. C'était pour pas que ça se reproduise, surtout. Alors, il y avait des farces gentillettes, il y avait des grosses farces, comme on vient d'en entendre,
Et puis, il y avait aussi les farces pour les grincheux, les célibataires, les vieux garçons, Ça manquait ou pas. les personnes qui s'entendaient pas très bien. De nombreuses farces nous ont été racontées. Eh ben, le Daniel Cholet, dont on parlait tout à l'heure de Sousset, il raconte ça. Ils étaient allés chez la Denise et l'Étienne Calumet à Sousset, deux vieux qui habitaient là, et ils avaient pris la plaque qui est glissée sur le puits. Ils avaient enlevé la plaque, ils étaient allés avec la plaque vers la maison, et puis à Sousset, les maisons, c'est en pente Sousset, donc les maisons sont quand tu fais le tour par derrière, tu montes sur le talus, le toit est à ras de terre, tu vois. Donc, pas compliqué, ils avaient monté la plaque, grimpé sur le toit, posé la plaque du puits sur la cheminée. Donc le lendemain matin, Ça tirait. Héloïse, quand elle a voulu faire son feu, je te dis pas, hein, ça tirait quoi. Non, ça Mais tirait les- pas. Ça tirait pas bien. Les traditions de fumer, je pensais que c'était que dans les Vosges, la charcuterie fumée. Ben mais oui. non. Ah bah là, ils ont Te les enfumer, vous les enfumez à Sousset. des belles andouilles. Et du coup, tous les voisins sont sortis en levant les bras en l'air. Oh, attention chez Héloïse, là, Ça fume. ça fume. Et puis là, à ce moment-là, les trois gars qui avaient fait ça, ils sont sortis par derrière. On dit attendez, nous on sait. Ils sont grimpés sur le toit, ils ont enlevé la plaque. Bon, ils sont descendus, ils ont bu le café puis la goutte quoi. Oui, mais tiens, dans le même pays, c'est mon père qui racontait ça à Sousset. Alors ils avaient dit, c'est la même combine, on bouge la cheminée pour que ça fume dans la carrée le matin quand elle allumait le feu. Ça se Puis faisait ils savaient bien. bien que les anciens, ils disaient, ça tire pas, ils regardaient toujours dans la cheminée s'il n'y avait pas un nid ou une cochonnerie. Alors ils avaient dit, oh non, attends, on va le rouler lui. Ils avaient glissé une vitre sur le dessus de la cheminée. Comme ça, quand le vieux il a buté le trou, il a vu le jour, il a dit, ben non, c'est pas bouché. Mais si, c'était pas bouché. C'était bien bouché quand même. Et quand ils arrivaient à récupérer des animaux, alors là, il y a toute une série de farces avec les animaux. Alors, il y a déjà à Bury-Boguet, ils Oui. avaient enfermé les cannes. Vous savez où? Dans le lavoir. Dans le lavoir où les femmes lavaient leur linge. Ah oui, c'est le Jean-Louis qui nous raconte ça, oui, oui. Les poules de la Louise, enfermées avec les lapins de la Jeanne. Ben, vous parlez, Les deux quand ne deux s'entendaient femmes ne supportent pas. Ben oui, elle s'entendait pas. Ah oui. Le Médor du Jean, toujours à Bury-Boguet, il suivait tout le monde. Alors naturellement, la nuit, qu'est-ce qu'il avait fait? Ben, il avait suivi les gars. Alors ils l'ont pris et puis ils l'ont attaché aux grilles du monument. Et puis même à Pouilly, un chien attaché dans sa niche, déposé sur la place. Un habitant d'Alice-Saint-Traine, toutes les années, il se méfiait. Mais comme il ronchonnait tout le temps, les gars arrivaient tous les ans à lui mettre un âne attaché à sa porte. Ah ouais, ça, c'était direct. Hein. S'ils avaient repéré un qui ronchonnait tout le temps et qui était toujours là à dire, oh ben attends voir, moi je t'en ai, mon vieux, allez là me prendre. C'était le cas de mon grand... Pareil, mon père m'a raconté ça, que son grand-père Motet, eh ben, tous les gens, c'était le même cinéma. Hein. Alors il ramassait tout ce qu'il laissait traîner. Alors il avait beau tout enfermer. Alors cette année-là, il avait dit, attends voir, il avait son tombereau qui était sous l'arbre, il avait dit, ils vont toujours pas le prendre parce que je vais me coucher dedans. Ah ben il avait fait un sacré choix. Ah, il s'est couché dedans. Mais les gars, ça les a pas empêchés de prendre le tombereau. Et hop, et je te dégringole le tombereau, le travers d'Arconcé, jusque dans le bas, dans le guet, qui était dans le fond. Ils ont manché le tombereau jusqu'au fond du guet. Paraît que le vieux, il hurlait. Puis la vieille, elle lui a dit, ben, c'est toujours bien fait, avec pas te mettre dans le tombeau, tu vois. Et puis, c'est pareil, à Beurré, le Jean-Louis qui raconte ça. Oui. Les gars, ils avaient fait le tour du pays, puis il y avait un hameau à Verne. Et puis alors, ils avaient dit, tu vas y aller, toi, il y a le vieux là-bas. Oh, c'est pas incommode, hein. Personne ne voulait y aller, mais il a dit, moi, je vais bien y aller, le gars. Alors, il arrive. Il faisait nuit noire, hein. Le vieux, il avait mis des chaînes tout autour de la maison. Il traînait pas grand-chose, quoi. Mais le gars, alors, il dit, oh, attends voir. Il voit une brouette. Il y avait une brouette bien posé, comme ça, tu vois, au milieu de la cour. Oh, pauvre vieux le gars. Il dit, attends. Il prend la brouette et hop, il ramène la brouette en plein milieu de Beurré, quoi, en plein milieu. Puis les gars l'attendaient, ils lui disent, alors? Eh ben, il dit, tiens, regarde donc, j'ai ramené la brouette du père là-bas. Puis il dit, mais qu'est-ce que ça sent? Mais ça sentait la merde, quoi. Eh bien, le vieux, dis donc, il avait engaudré les deux manches de la brouette, ce qui fait que quand il a ramené la brouette, ben, il était bien emmerdé. Hein, de le dire. Ah ben oui. Un petit coup de noyote. Un petit coup de noyote. Allez. Vous connaissez, hein? On chante Torto, hein?
Lorsque y vont des nouillottes, les aimants venaient chez nous. Lorsque y vont des nouillottes, les aimants venaient chez nous. Maintenant quand y en est plus, des nouillottes, maintenant quand y en est plus, les aimants n'y venant plus. Dans le lit au qui couche, on dit qu'on n'y est point de dray. Dans le lit au qui couche, on dit qu'on n'y est point de dray. Moi et dit quand y en est, découverte. Moi et dit quand y en est, découverte et peu de dray. Il trempé les soupes à jeunes, il les chestis qui t'a vieux. Il trempé les soupes à jeunes, il les chestis qui t'a vieux. Et pour moi, il me mieux, un jeune amoureux m'aimer. Et pour moi, il me mieux, un jeune amoureux qu'un vieux. Un avant-goût, les gars. Alors ça, c'était... Ah Bon, les surprises du plateau. C'était les deux morceaux qu'on a joués à la suite de Nouillotte. Là, c'était deux morceaux qui ne sont pas du pays. Je les ai appris d'un vieux violonneux vendéen, Maximin Rambaud, qui s'appelait. Il jouait très très bien, ce gars-là. Et il avait au bout de son archet un petit oiseau. Vous savez, cette espèce de matériau qui sert à curer les pipes. C'est du fil de fer torsadé avec des petits poils. Et il avait un petit oiseau en cure-pipe de toutes les couleurs, au bout de son archet, comme ça. Et il avait un jeu qui était extrêmement nerveux, ce qui fait que, quand il jouait, on voyait une espèce d'auréole de couleurs qui bougeait comme ça au bout de son archet. C'était vraiment spectaculaire. Et on va continuer avec un morceau donc, de chez moi, si vous voulez. C'est l'autre côté du Morvan, près de Clamecy. La valse des frères Milot, qui était du répertoire d'Auguste Vannereau de Varzy. Ouais, on fait un petit peu de technique avant, parce que avec la chaleur qu'il fait dans le local...
Très beau. Aussi bien que les... Ils jouent aussi bien que les gars de l'Ossois hein, dans le Morvan. C'est quand même terrible. Hein. Ouais, les gars de l'Ossois. Et même les filles. Hein. Moi, je suis un peu de l'Ossois aussi, en fait. Ben oui, mais c'est bien. Pas qu'un peu. Moi, je peux même dire que la première fois que j'ai fait, pas du violon trad, mais que j'ai fait du trad, bah, c'est ici. Ah, il y a 20 ans. Ça ne vous rajeunit pas. Et c'était le premier printemps de l'Ossois. Et ben j'y étais. C'est la première fois de ma vie que je voyais un bal trad. Parce que avant, j'étais encore plus jeune, c'était il y a encore plus longtemps, où en fait j'avais fait un stage avec Pierre à Hanau. Donc c'était il y a encore plus longtemps. Mais la première fois où j'ai vu un bal et où j'ai rencontré les gens qui faisaient la musique trad et puis vraiment la pratique telle qu'elle est, c'est à Vito il y a 20 ans. Voilà. Tu t'en es jamais remise. Comme hein. quoi ça sert hein, d'organiser T'en des es jamais festivals. Hein. Vive le printemps de l'Ossois. Et du coup, on va continuer avec une bourrée, une suite de bourrées, les bourrées du musico. Alors le musico, en fait, c'est encore un gars de chez moi, ça. Le père Lagarde de Champagne, commune de Metz-le-Comte. C'est toujours près de Clamecy. Alors le père Lagarde, il était forgeron et violonneux, un fort caractère. Et son gendre, c'est mon voisin. Et il m'a dit que pour avoir la fille, il a fallu qu'il prouve aux vieux qu'il était capable de forger une pioche à vigne en pas plus de 3 ou 4 chauffes. J'y connais rien aux forges. Mais bon, alors du coup, il a bossé, puis il a eu la gamine. Alors le père Lagarde, il jouait plutôt, comme tous les gars de sa génération, il s'efforçait plutôt à jouer des morceaux qui s'apparentaient un peu aux musettes, des morceaux modernes de l'époque. Mais il avait aussi dans son répertoire des morceaux d'un gars de la génération d'avant, donc qui était surnommé localement le musico. Et on va vous jouer des bourrées de ce gars-là. Où est-ce que vous allez nous emmener? Parce que c'est Yammen, hein, c'est Yammen. Hein. Alors une suite de 2 Scottish qu'on a appris toujours de ce vieux violonneux vendéen, Maxime Arambeau.
C'est encore mieux, alors. Hein. Alors, on va rester dans la région, cette fois, Ah, avec un morceau du répertoire de Jean-Marie Jarillot. on revient chez nous. Hein. Jean-Marie, c'était un gars de Brazé-en-Morvan, si je me souviens bien. Oui. Qu'on a bien connu. Hein, et les premiers stages qu'on faisait à Saint-Agnan, il animait l'atelier de violon. Un gars comme à cette époque-là, toujours en costume, impeccable. Et il nous a laissé un très beau répertoire et beaucoup d'anecdotes aussi sur l'apprentissage des violonneux. Mes collègues auront tout à l'heure l'occasion de vous en parler. Donc on va faire une mazurka de Jean-Marie Jarillot, qui sera suivie d'un morceau, d'une autre mazurka de André Clément. André Clément, il n'était pas violonneux, lui, il était accordéoniste. Un des derniers qu'on a connus de nos vieux informateurs. Il était de Gluanglen, dans le sud du Morvan. Allez, on y va. C'est parti. Non, au niveau du temps, faut... Ah, je sais pas, encore. Jouberie et monde s'en va. Bon. Alors, Eh ben, on va finir ce petit set avant de repasser la parole à nos petits camarades par une suite de 2 bourrées à 2 temps d'un de nos très vieux amis. C'est un monument historique de la musique traditionnelle régionale. J'ai nommé Jean Léger, qui avait été le fondateur de la Galvache. ah oui, il va être fier, le Jean. Hein. Jean, un gars adorable. Il est au soleil maintenant, je crois. Hein. Il est au soleil. Ouais. Ah oui, descendu un chaud dans le sud. Ah, fait bien d'ailleurs, je ne sais pas si elle est le beau temps, ma foi. On va y souhaiter quand même. Hein. On peut se raccorder un coup. Oui.
oui. Nos violonneux. Le violonneux de l'Ossois. Le Alors, violonneux de l'Ossois. c'est vrai que dans l'Ossois, l'instrument roi, c'est le violon. Hein. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Et il n'y a pas une photo de noces sans le violonneux. Oui. En général, il est un peu sur le coin de la noce, mais on le repère vite parce qu'il fait une petite mimique, il a un petit air goguenard. Alors au milieu de l'assemblée solennelle, sur la photo, on voit vite qui c'est. Eh bien, les deux qu'on a connus pour certains parmi nous, là, les derniers à avoir fait les bals, c'était Jean-Marie Jariot, dont Pierre a parlé, et le Joseph Gali. Ah, ils étaient nés tous les deux début XXe siècle. Ils ont joué surtout jusque dans les années 50. Mais ils avaient appris eux-mêmes auprès d'autres violonneux, d'entrepreneurs de bal notamment.
Et comme aujourd'hui, en fait, hein, pour être violonneux, fallait s'accrocher. C'était pas gagné dès le départ, parce que déjà, fallait avoir un violon. Alors Jean-Marie, lui, contre l'avis de son père, il était parti d'Arnay à Vito chercher le violon chez sa tante. Arnel-Duc, hein. D'Arnel-Duc, ouais, Oui. à Vitia. Oui. Il était allé, son père lui avait dit, de toute façon, je te préviens, tu fais le voyage en blanc. Il avait ramené le violon. Oui. Pour la petite anecdote, il y en a même, il se le fabriquait, le premier violon. Hein. Un sabot, un manche en bois au bout du sabot, des crins de... Ça jouait. Ce qu'il trouvait, avant d'avoir des vraies cordes, quoi. Oui, enfin, ça jouait, quoi. Et puis une fois que tu avais ce premier violon, il fallait essayer de trouver les premiers rudiments. Alors là, justement, dans les entourages, il y avait des violonneux. Et il y avait beaucoup de fêtes. Toutes les fêtes patronales, au moins une vingtaine de fêtes dans le par an. Et ça dansait tous les dimanches. Donc des occasions, il y en avait. Donc après avoir chopé quelques conseils chez des plus expérimentés qui étaient souvent bien avares de donner quoi que ce soit, hein, le Gabriel Letreau, attention, ou le Jean-Marie Gaudry, Oui, Toby. le Toby. Il te laissait souvent sur le carreau. Hein. Il t'apprenait comment accorder le violon, mais bon. Et ils apprenaient pas mal de choses à leur apprenti, jusqu'au moment où ils sentaient que l'apprenti commençait à voler de ses propres ailes, puis qu'il allait peut-être pas tarder à le dépasser. À ce moment-là, il fermait les vannes. les robinets. Et oui. surtout apprendre la clientèle, c'est ça aussi, quoi. Oui, mais parce qu'eux, ils y étaient passés par là aussi. Eh, Avec les plus alors, vieux. sauf que une fois qu'ils avaient le premier rudiment, s'ils arrivaient à faire un air pour faire danser et que ça dansait, là, c'était déjà un bon pas de franchi. Et du coup, c'est même qu'ils les avaient un petit peu mis de côté et ils avaient évité de les repérer, puisqu'ils venaient avec le bal parquet dans le village plusieurs fois dans l'année. Donc, ils savaient que le gamin, il commençait à jouer. Alors, il faisait le bal, il jouait, puis vers les 20h du dimanche, il disait, tiens, vas-y à toi, vas-y, monte sur les planches. Il fallait y aller quand même. Lui, le patron, il allait manger, pendant ce temps-là, il cassait la croûte. Et le Jean-Marie Jariot, il raconte, moi, je démarrais à jouer, et puis j'enquillais toute la nuit. Et le bal, crois-moi, il tournait. Moi, le patron, je l'ai jamais revu. Hein. Et donc après, il devenait souvent commis chez le patron d'un bal du secteur. Et puis alors là, il partait à jouer tous les villages alentours. Quoi. Et Scottish, valse, polka, mazurka. Eh oui. Et il y a une chose à dire juste sur cet apprentissage-là, c'est que ça se faisait d'oreille. On disait qu'ils jouaient de routine, les gars. En opposition à ceux qui connaissaient la musique. Hein. Mais quand tu avais fini le bal, il fallait rentrer chez toi. Oui, c'est ça, y aller. Non, mais tu sais, tu avais des musiciens de routine, mais tu n'en avais pas que des bons quand même, hein. Faut pas croire. Hein. Ouais, ça dépend s'ils avaient commencé tôt ou pas. Voilà, tu avais le Faro à Blancé. Il faut dire, Toré Blancé, c'était un nid de violonneux. C'est drôle ça. Quand j'étais gamin, on le disait encore. Et à Toré-sous-Charly, il y a eu très longtemps une dame qui donnait des cours de violon, mais il y avait beaucoup de violonneux dans le coin. Il y avait ceux qui avaient appris de routine, mais il y avait une dame qui leur apprenait aussi du violon. Alors là, je vous cause de ça. C'était dans les années 1930, hein, entre 1930 et 1940. J'y étais. Hein. Pas encore tout à fait. Enfin bref, le Faro, lui... Mantoux. Le Faro, il jouait les noces. Oui, il avait un joli violon, tu me diras. Hein. Il avait un violon, il n'y avait qu'une corde. Mais ça ne l'empêchait pas de jouer. Hein. Il était allé jouer une noce à Massingy. Massingy-les-Vito, là au-dessus. Il y avait de la neige, mon pauvre ami. Alors pour y aller, ça avait bien été. Mais pour revenir, c'était bien plus dur. C'était toujours dur quand on revenait. Tu vois, parce qu'il y avait une sacrée musette, tu vois, les gars. Et puis en revenant, sur le matin, le lendemain matin, hein, de la noce, il s'était arrêté à Vito. Il avait quand même, il s'est dit, avant de rentrer à Blancé, il n'était pas rendu, hein, quand même. Alors, il avait dit, bon, Puis il avait gagné un petit peu de sous, alors il les a dépensés. Vous savez ce qu'il a acheté? Il a acheté des harengs. Dans ce temps-là, on bouffait du hareng. Ben oui, un petit tonneau avec des harengs secs, quoi, tu vois, au sel. Puis le voilà parti. Il ne prenait pas la grande route, passait pas par Saint-Thibault, hein, il montait Vèvres, crois, les Granges de Vèvres, passait au-dessus, descendait sur Linière, et puis roule, quoi, hein, enfin roule. Je te garantis qu'il marchait, hein, il marchait. Mais tu sais, en montant entre les Granges de Vèvres, entre Vèvres et puis les Granges de Vèvres, t'en fais pas qu'il y a un sacré coup de cul, là. C'est là qu'il y a le chemin des loups, justement. Et bien, mon Faro, il marchait dans la neige, puis
Puis tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il était suivi. Il était suivi par un loup. Peut-être même pas qu'un, d'ailleurs. Alors, il est chanté sur ses talons. Il ne savait pas quoi faire. Alors, ma foi, il dit, attends. Parce qu'il se disait, bon, ça, alors il a pris le tonneau de hareng. Et puis, de temps en temps, quand il y en avait un qui s'approchait trop près, pof, il t'y foutait un hareng. Alors, rien. Alors, ma foi, il continuait, mais c'est que le loup, il en voulait. Alors, il lui foutait un hareng. Et puis, alors, ça a duré comme ça. Alors, il regardait le tonneau qui se vidait, mais il donnait des harengs. Et puis, quand il est arrivé sur le plateau au-dessus de Miard, tu vois, il n'y avait plus de hareng dans le tonneau. Puis c'est que le loup, non, pas le loup, il y avait 3 loups, étaient derrière lui. Alors là, il s'est dit, je suis foutu. Alors, il est monté, il y avait un bout d'arbre, parce que là, au-dessus, les arbres ne sont pas bien grands, c'est sur le plateau. Il est monté là-dessus. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y avait des revonges de neige. Puis les loups étaient en dessous, ma foi. Puis lui, il était au-dessus. Il se dit, hey. Il a trouvé le temps long. Tu sais, quand tu es sur un arbre, il fait un froid. Il est resté un moment, il y a eu le temps de rêve. Il fallait pas qu'il s'endorme. Puis tu sais, comme ça, quand t'en songes des choses, t'en songes, hein. Alors il se dit, il faut que je ne quand même pas passer toute la nuit là. Il se dit, attends voir. Il attrape le violon, et hop, et un coup d'archer, bon, il commence à jouer tant qu'il pouvait. Oh, pauvre ami. Quand le premier loup a entendu, mon vieux, il faut dire ça couinait. Hein, il a mis la queue entre les jambes. Et hop, là, le premier loup parti, hop là, jusqu'en Miard. Et puis le deuxième, et puis le troisième. Ah, le pharaon, il dit, oh nom de Dieu, il dit, si seulement j'avais songé avant, eh bien, j'aurais encore mes harengs. Il faut être réaliste, hein, tu sais, il faut être réaliste. Hein? C'est l'histoire d'un petit gars qui habite dans une ferme. Son père, il a un gros tracteur et il passe sa journée à labourer. Sa mère, elle n'aime pas la ferme. Sa mère, elle travaille à la ville. Et notre petit gars, lui, il est tout seul dans la cour de ferme et il s'ennuie. Et quand tu t'ennuies, ça peut durer longtemps. Mais quand tu t'ennuies, c'est là que dans la tête, parfois, il vient des idées. Parfois des bonnes ou parfois des pas bonnes du tout. Le petit gars, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée qu'il a eue, mais il a eu l'idée d'aller dans le grenier où ses parents lui défendaient d'aller. Il monte les escaliers, il arrive à la porte, et là, dans le noir, les araignées, des habits comme il n'en a jamais vu, et puis il s'avance, et il voit un étui. Oh, il sait bien ce qu'il y a dans l'étui. Il le prend sous son bras, il redescend dans la salle, il pose l'étui sur la table de la salle, comme ça, puis il attend ses parents. Quand ses parents arrivent, papa, maman, j'ai fait une grosse bêtise, j'étais dans le grenier où vous m'avez défendu d'aller. Mais j'ai trouvé un étui de violon, je veux jouer du violon. Les parents, ils sont restés sur le flanc. Le mercredi suivant, ils l'ont emmené à l'école de musique du coin. Et là, il y avait Aline, car c'est le petit gars. Et puis, elle a pris son violon, et puis, elle a regardé, elle a sorti 2-3 cordes. Il en manquait une. Non, sur un violon, il y a 4 cordes, hein, c'est ça. Le sol, le ré, le la et le mi. Puis ensuite, c'est bon. Aline, elle a pris du crin de chevaux de l'Ossois. De chevaux, hein, t'es bien d'accord, c'est pas des juments. Hein. De chevaux de trait de chez nous, hein, parce qu'il y a du bon crin, quoi, pas... Elle l'a monté sur l'archet, puis elle a pris de la colophane. La colophane, c'est de la résine de sapin, comme ça. Puis elle a frotté l'archet pendant un moment, parce que quand l'archet est neuf, il faut, si on veut que la mèche, elle sonne, il faut frotter un moment. Et puis elle a appris au petit gars à jouer du violon. Et le petit gars, ça y est, quand il rentrait à la ferme, il jouait du violon. Le premier morceau qu'elle lui a appris, c'est un morceau qu'elle avait appris de Pierre, qu'elle a. Un morceau que tous les violonneux, quand ils apprennent le violon, apprennent, la polka du père Machin. Voilà, ça vient. Voilà l'apprentissage, hein. Allez, mon petit gars.
cour, quand il jouait le petit garçon, t'avais toute la basse-cour qui dansait, les vaches, les poules, les moutons, les cochons. Bah oui, quoi. Mais tu peux pas jouer toute la journée, alors au bout d'un moment, il posait son violon et puis... Eh oui, il s'ennuyait. Et quand tu t'ennuies, ça peut durer... Ben longtemps. Mais quand tu t'ennuies, parfois dans la tête vient des... Idée. Parfois des... Bonne. Ou parfois des... Beaucoup, Mauvaise. beaucoup de mauvaises, beaucoup. Chez toi, beaucoup, Jean-Luc quoi? Ben oui. Bon, on t'ennuie pas trop, alors c'est pas la Alors, peine. c'est En pas tout la cas, le petit gars, la deuxième idée qu'il a eue dans la tête, je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise, mais ça a fait comme ça. Un petit gars qui joue du violon, qui cherche des notes, qui cherche des notes. Un petit gars qui joue du violon, qui cherche des notes et puis tourne en rond. Et puis là, il y a une poule qui passait dans le coin, elle se dit, mais attends, elle est trop géniale cette chanson, c'est pas une chanson pour les petits garçons, c'est une chanson pour les poules. Et là, j'ai besoin des cœurs. Alors la poule, elle a fait cote, 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 et là, il y a une vache qui passait par là qui a dit « Bon, attends, la chanson, elle est trop géniale !» Et elle s'est mise à chanter. Là, il y a un cochon qui passait par là. On fait le cochon, non? Allez, on fait le cochon. Allez, le cochon, il s'est mis à chanter. Oh, oui. Ah, chante pas. Et là, il y avait un canard qui passait par là. Et le canard, tu sais, il s'est dit, mais attends, elle est géniale cette chanson. C'est une chanson pour les canards. Et le canard, il s'est envolé comme ça. Et en volant, il a chanté. Coin, 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 coin. Et le canard, il a volé à travers les nuages, à travers le vent. Et d'un seul coup, c'est le vent et les nuages qui ont chanté la chanson du petit garçon. Ça faisait... Et bientôt, c'est toute la terre entière qui chantait la chanson du petit garçon. Et vous pouvez chanter avec moi derrière vos écrans. Un petit gars qui joue du violon, qui cherche des notes, qui cherche des notes. Un petit gars qui joue du violon, qui cherche des notes et qui tourne en rond. Je vais vous dire un secret. Si vous écoutez bien, avec le cœur, parce qu'il n'y a qu'avec le cœur qu'on écoute bien. Si vous sortez dehors, vous apercevez une belle prairie là. Vous allez coller votre oreille là comme ça contre le sol, contre l'herbe, et puis vous allez écouter avec votre cœur et vous allez entendre, ça vient du fond de la terre et ça fait un petit gars qui joue du violon, qui cherche des notes, qui cherche des notes, un petit gars qui joue du violon, qui cherche des notes et puis tourne en rond. Et ben c'est depuis que le petit gars il a inventé sa chanson que la terre, elle tourne. Elle tourne en rond, elle tourne encore, et elle n'arrête pas de tourner. Place au violon.
Alors ça, c'était un morceau du répertoire de Joseph Gali. Joseph Gali, tout à l'heure, Guillaume avait commencé à vous parler des violoneux locaux, puis il a oublié de vous parler de Joseph Gali, finalement. Alors Joseph Gali, c'était un gars de chez vous, moi je ne l'ai pas connu. Il était de Nans-Soutil, si j'ai bien compris. Et voilà, apparemment c'était un très bon violonneux, donc notre génération de musiciens ne l'a pas connu, mais sa famille nous a donné un carnet de partitions qu'il avait noté, parce que c'était un des rares violonneux qui savait noter la musique. Et au début, ça nous a fait tout drôle, parce que c'était... Alors, on n'est pas très lecteurs ni les uns ni les autres, on a déchiffré ça avec un logiciel de déchiffrage de musique, qui sort un son de synthèse absolument affreux, et rien que la mélodie, ça faisait des airs qu'on avait beaucoup de mal à comprendre, quoi. Et en fait, on s'est aperçu au bout d'un moment, bon voilà, que son répertoire, c'était déjà plus tout à fait du traditionnel, c'était pas tout à fait du musette non plus, c'était, on va dire, du musette adapté au savoir-faire d'un violonneux. Notamment, il y a des morceaux de morceaux qui l'embêtent un petit peu parce qu'ils sont dans un mode qu'il ne connaît pas, du coup il les décale d'un petit poil, et puis comme ça passe. Et juste pour compléter, effectivement, il avait un parcours un peu particulier parce qu'il avait démarré à la fanfare de Précy. Donc il avait commencé au piston. Et effectivement, et son répertoire, il est un peu à cheval sur le mouvement orphéonique, les morceaux des fanfares et le traditionnel, quoi. Comme quoi, du piston au violon, il n'y a qu'un pas. Hein. Et donc le prochain morceau, c'est un morceau qu'on a tiré du répertoire de Jotine. Alors Jotine, il est un peu plus loin, pour le coup, dans le Morvan. Il était du côté de vers Clamecy, par là-bas. Et en gros, c'est ça. Si tu dis aux gens de Clamecy que c'est le Morvan, là, tu vas avoir des problèmes. Ah, mais c'est... De l'autre côté du Morvan. Oui, mais c'est déjà plus le Morvan. C'est déjà plus le Morvan. Il y a un dicton pour Corbigny qui dit, par exemple, Corbigny n'est pas dans le Morvan, mais ses poules y vont au champ. Et bien, Clamecy, c'est à peu près pareil. Et du coup, Jotine, il a laissé aussi tout un cahier, un cahier de répertoire. Et pour le coup, lui, on sentait qu'il venait vraiment de la musique plus savante, parce que quand on a essayé de reprendre son répertoire, c'est nous qui avons dû remettre son répertoire au niveau des violonneux. Parce que tous ces morceaux, à chaque fois, il y avait une grande intro, c'était vraiment pour briller et pour vraiment exister, c'était pour se la péter en fait. Et vraiment, c'était hyper brillant, c'était vraiment, enfin voilà, c'était impossible à faire en groupe. Et après, le morceau était joué à hauteur, comme on fait nous. Et après, l'octave du dessus, c'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui savait monter dans les positions sur son violon. Donc ça se voyait que c'était quelqu'un qui avait vraiment appris la musique, de manière, certainement dans une école de musique ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, avec un professeur qui lui avait appris des techniques de musique classique. Voilà. Et donc, du coup, le morceau qu'on va jouer, qui va suivre, ne vient pas du tout de ce carnet. Il y avait à la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, il y avait aussi un collectage de Jotine. Et ce morceau s'appelle Songe d'une nuit, c'est une valse. C'est le morceau des mariages et des enterrements depuis qu'on l'a rencontré. C'est vraiment le morceau qui est absolument magnifique et qu'on joue vraiment très souvent. C'est un morceau qui nous tient beaucoup à cœur. Et en fait, moi, quand je suis allée le relever, ce morceau, la personne qui tenait à l'époque le centre de documentation à la MPO, s'est bien gardée de me dire qu'en fait, certainement, la bande d'enregistrement avait été un peu passé lentement et donc le morceau n'était pas joué à la bonne tonalité. Et donc du coup, je me suis fadé un relevage dans une tonalité d'enfer avec 5 bémols à la clé. Et après, il m'a dit, c'est bon, t'as bien relevé ton morceau ? Ouais, tu montes d'un demi-ton, puis tu vas voir, ça va aller. Et du coup, je me suis retrouvée avec un morceau dans une tonalité hyper jouable au violon, évidemment. Voilà, il m'a dit, oui... Voilà, c'est certainement, la bande était un peu basse, donc voilà. Du coup, on se frotte aussi un peu à la technique et voilà. Donc il a bien rigolé, c'était bien mon bizutage, voilà, de relevage. Donc c'est Songe d'une nuit. On efface un peu les bémols là, ouais, avant de démarrer.
On va rester dans le répertoire de Joseph Gali, qu'on a cité tout à l'heure, avec une mazurka. Et donc, pardon, pour finir ce petit set et ce petit spectacle, si j'ai bien compris, on va vous faire un dernier morceau de Jean-Marie Jarillot, une très jolie polka dont j'ai oublié le nom. Et normalement, là, le public tape dans les mains. Attends, la musique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Pierre Hervé, c'était Aline Dumont, c'était à l'hypnotiseur Jean-Luc Debar, le chantou Guillaume Lombard. Alors, nous avions la grande historienne Gabi, ensuite Daniel aux anecdotes, et puis Bruno Defos pour le président de l'UGMM, et monsieur le maire Bernard. Alors Bernard, on se retrouve l'année prochaine pour le... Ah, je crois avant qu'il y aura une soirée, hein, Bruno, hein, c'est ça? Une soirée en septembre, le 12 septembre, le samedi. avec le quintet trio Jackie Mollard, c'est ça, voilà, non? quintet, quartet, trio, duo, solo, on ne sait pas trop, c'est selon les moyens qu'on va nous accorder. Qui sont bien sûr très faibles. Alors ce sera un solo. Non, tout ça va se préciser dans les semaines à venir. Et puis on se retrouve le 12 septembre ici, concert en plein air autour de la salle d'ici. Voilà. Et puis on se retrouve donc au mois de mai l'année prochaine aussi, cette fois-là pour de vrai, en vrai, avec vous tous, tous les auditeurs, pour un grand défilé de mai le soir le samedi soir. Le samedi soir. Alors est-ce que ça va être j'ai pas regardé mon calendrier, ça va être autour du 30 avril, sûrement, probablement, on verra. En tout cas, on vous le dira. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on va se retrouver aussi en vrai au mois d'août, le week-end de la fête de la Vielle, qui revient avec son week-end complet. Avec de la danse cette fois-là. On espère. Oui. Normalement, oui. Normalement, oui. Je crois que c'est annoncé. Dès que les chapiteaux sont ouverts sur les côtés, on peut plein air, la danse sera autorisée. Jusqu'au bout de la nuit. Quoi. Donc 20, 21, 22 août. Ok, super. À nous. On y sera. À nous. Ah oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci aussi beaucoup à tous les techniciens, bien sûr, à l'équipe de Bourgogne Live Production. Bourgogne Live Production, super. Merci aussi Alex à la technique ce soir, Alex Raillard, et puis qui nous a fait aussi l'éclairage. Tu voulais dire encore un mot? Et qu'est-ce qu'on aurait fait sans le Jean, hein? Ben oui, notre animateur et conteur, Jean Dolé. On n'aurait pas pu s'en sortir. À nos vraiment mis dans les rails, hein, il te le dit. Hein. Merci à tous. Merci Jean, à très bientôt. À très bientôt. Et les revoyures.